Merci à vous, Patient Parfum d'Homme. Sans transition, nous allons évoquer d'ailleurs la deuxième thématique, ou du moins la thématique principale de cette émission de Point sur l'actualité, revenant justement sur cette construction d'une raffinerie d'or du côté du Mali. L'annonce a été faite, on le rappelle, à l'issue d'une audience accordée par le général Assimi Goïta au conglomérat russe Yadran Group. C'était bien sûr en début de cette semaine. Entre autres, on parle justement du 28 octobre dernier. Le président du conseil d'administration a été reçu par le général Assimi Goïta. Du coup, on se pose cette question: en quoi justement la construction de cette infrastructure en question va-t-elle être bénéfique, notamment pour l'économie malienne? Certainement, avant de revenir vers vous, nous prenons cet élément de la rédaction centrale de For You Media Africa qui plante le décor sur la thématique. Le rapprochement politique et sécuritaire entre le Mali et la Russie se reflète de plus en plus sur leurs relations économiques. Après avoir signé des accords sur le nucléaire civil, l'énergie solaire et l'approvisionnement en céréales, les deux pays s'allient dans le domaine de la transformation des ressources naturelles. Selon un communiqué de la présidence malienne, le conglomérat russe Yadran Group construira une raffinerie d'or et une usine de transformation de coton au Mali. Des accords dont la signature est prévue ultérieurement ont été établis entre le groupe et la République du Mali pour définir des grandes lignes de coopération. Les projets incluent la construction d'une raffinerie d'or, l'approvisionnement en produits pétroliers et la création d'une usine de transformation de coton, d'après Salif Kof, responsable du groupe Yadran. Le Mali s'est lancé depuis peu dans une vaste opération de nationalisation de ses raffineries et de ses grandes usines, afin de retrouver sa souveraineté économique. Le cas illustratif de la mine de Yatela dans la région de l'Ouest, exploitée par deux entreprises sud-africaines et canadiennes, a été cédé à l'État fin octobre. Le choix de la Russie pour implanter sa propre raffinerie d'or témoigne de l'excellente relation entre Bamako et Moscou, laquelle pourrait également se traduire par le transfert de compétences. Voilà, entre autres, une technologie qui pourrait se traduire par le transfert de compétences, une raffinerie d'or construite bien sûr avec l'aide de la Fédération de la Russie du côté du Mali. C'est ce qu'on demande, Patient Parfum d'Homme, dans un contexte marqué justement par cette souveraineté économique que le Mali tente, entre autres, d'impulser aujourd'hui au regard justement de ces actes forts pris ces derniers mois. Il y a eu la nationalisation de la mine d'or de Yatela et on estime qu'avec un partenaire comme la Fédération de Russie, il est fort probable justement que la dynamique impulsée actuellement prenne de plus en plus forme et que cette souveraineté économique, loin d'être un mirage, soit une réalité. La plus-value de cette raffinerie d'or. Je n'ai pas tout le document entre mes mains pour... je m'en tiens. C'est-à-dire que rien n'a filtré justement sur, on va le dire peut-être, les points forts qui contenus justement dans la construction de cette raffinerie, peut-être entre autres les clauses de l'accord en question. Pour l'instant, on se limite déjà à la construction de cette infrastructure et certainement par la suite, nous aurons les détails sur le contenu. Nous espérons, parce que connaissant la Russie, que nous n'aurons pas affaire à des espèces de flibustiers économiques dont l'Occident nous a souvent habitués et que nous aurons en face de nous de véritables opérateurs économiques dans un système de partage des bénéfices de manière plus ou moins équitable, que vous appelez souvent win-win ou bien gagnant-gagnant. J'insiste quand même en le demandant aux autorités maliennes, que ce soit en ce qui concerne l'or ou bien ce qui va concerner le coton. Le coton. Oui, et qu'il y a des transformations locales, n'est-ce pas, pour le coton, qui est une industrie, véritable industrie textile qui se met en place et pour l'or aussi, et qui va donc obliger ces investisseurs à mettre aussi en place des écoles de formation, des écoles de formation, au-delà de la gestion, mais aussi au-delà de la maîtrise de l'ensemble
de ces machines qui vont, n'est-ce pas, exporter ces terres-là. Il faut que les ingénieurs maliens, les techniciens supérieurs maliens, les techniciens tout court maliens soient capables de comprendre bien ces instruments qu'ils vont chercher dans le... En gros, qu'il y ait ce partage d'expérience aujourd'hui. Oui, c'est celui par la construction de l'infrastructure, et l'exploitation. Et qu'il y ait aussi la question de la formation des jeunes maliens, n'est-ce pas, pour qu'ils comprennent comment ces machines-là sont fabriquées. Surtout que les autorités sont sur une dynamique de nationalisation pratiquement de toutes les mines d'or. Oui, nationaliser c'est très bien, mais préparer aussi la capacité plus tard d'avoir cette force-là, de pouvoir aller exploiter de l'or avec nos propres machines, avec notre propre savoir-faire, c'est aussi extrêmement intéressant. Parce que si vous ne le faites pas, vous rentrez dans un cycle de dépendance qui ne dit pas son nom. Et il faut justement que l'Afrique sorte de ce cycle de dépendance. C'est ça l'enjeu principal. Parce que sinon, vous n'allez pas vous en sortir. Vous allez peut-être rentrer dans les systèmes, quand on parle du coton, du Bangladesh, mais dont on voit très bien qu'il est aussi un peu dépendant de la Chine au niveau de toutes les machines qui participent, n'est-ce pas, à créer cette industrie textile. Donc, je continue d'insister là-dessus, parce que l'Afrique ne peut plus continuer de ne pas s'accaparer, n'est-ce pas, domestiquer ces savoir-faire-là. Parce que si on n'a pas ces savoir-faire-là, je peux vous le dire, ça va être très très compliqué. Et cela passe aussi. Donc ce n'est qu'un premier pas pour... C'est un premier pas qui est important, en espérant que, du point de vue des revenus, les partages seront faits de manière équitable pour que le Mali ne soit pas une fois de plus grugé, comme c'était le cas par le passé avec les autres sociétés, surtout occidentales, qui étaient installées sur place. Mais deuxièmement, au niveau, pas seulement qu'il n'y a pas de Maliens seulement au niveau de la gestion, mais même au niveau de ces machines-là qui vont chercher ce or-là. Cette or-là, comment elles sont conçues? Elles sont fabriquées comment? Et quels sont les métaux, les alliages qui vont avec? Et que les Maliens aient des structures qui sont capables de produire ces mêmes machines, de produire des pièces de rechange, etc. etc. Voilà par où, à mon sens, nous allons commencer à parler de souveraineté sur le plan de l'exploitation de nos richesses. Parce que sinon, je ne dis pas que l'évolution n'existe pas. Chaque fois qu'il y aura des évolutions conséquentes, nous allons nous arrimer à ces évolutions avec les partenaires qui vont avec, pour que progressivement le génie africain puisse émerger. Et pourquoi pas peut-être construire des machines, n'est-ce pas, qui vont traiter ce coton-là, le transformer en textile, qui soient des machines authentiquement africaines, avec des modèles authentiquement africains, et que nous serons capables de vendre ce savoir-faire aussi à l'étranger et nous engranger des bénéfices pour essayer de rattraper ce retard abyssal, j'insiste, abyssal de l'Afrique aujourd'hui par rapport aux pays avec lesquels nous sommes en relation, que ce soit les anciens ou bien les nouveaux. C'est là, pour moi, c'est l'axe central sur lequel nous devons travailler, et nous ne devons pas badiner sur cette question-là si vraiment l'Afrique veut aller de l'avant. Sinon, ça sera très compliqué. Pour vous, Patient Pafindon, de revenir peut-être légèrement sur certaines inquiétudes émises tout de même par les téléspectateurs. Oui, c'est bien d'avoir à chaque fois recours à cette expertise extérieure, mais que faisons-nous de nos potentialités, de nos capacités en interne? Il y a ces lenteurs administratives également qui sont dénoncées par certains téléspectateurs aujourd'hui, notamment au sein de nos administrations. Le Mali pouvait-il faire autrement, parlant de la construction de cette raffinerie d'or, de cette usine de transformation de coton, au lieu d'avoir justement à chaque fois recours à une expertise étrangère? Patient Pafindon. Je pense qu'il faut continuer et commencer ou bien insister. Tout à l'heure, je remercie les téléspectateurs qui viennent nous appeler pour dire que c'est pour davantage muscler le soutien de l'ensemble des Africains aux dirigeants de l'AIS que je pense que certains points de vue qui peuvent être considérés comme des critiques de nos téléspectateurs peuvent être vus sur cet angle-là. Mais c'est un cri. Mais ce sont des critiques constructives. Patient Pafindon. Évidemment, et c'est un cri d'alarme. Mais il faut copier chez les autres ce qu'ils ont fait de mieux.
dans la tentative de notre démarche pour nous libérer de cette cage de fer dans laquelle nous sommes puissamment contenus. Pourquoi? Si vous allez dans un pays, par exemple, comme les États-Unis, ils ont ce qu'on appelle les metrics. Je ne sais pas si je prononce très bien les metrics. C'est-à-dire quoi? On va dire, nous avons besoin dans la sous-région Afrique centrale des chaudronniers. Vous allez voir, vous tapez chaudronnier Afrique centrale, je prends le cas, une organisation qui recense l'ensemble des chaudronniers qu'il y a au niveau de l'Afrique centrale. De telle manière que quand il y a un projet, on s'adresse d'abord à cette corporation-là. On lui dit voilà. C'est-à-dire qu'il y a une base de données. Il y a une base de données réelle qui existe. C'est pas se voir. Notre diaspora, c'est un discours que j'adresse à notre diaspora, il faut qu'elle commence à s'organiser dans ce sens. Parce qu'il y a beaucoup de déperditions, il y a beaucoup de volontés, mais ce sont des volontés individuelles qui souvent ne sont pas prises au sérieux. Il faut que notre diaspora se constitue en corporation dans des différents corps de métier dont l'Afrique manque effectivement de savoir-faire aujourd'hui, pour qu'à chaque moment qu'il y a un projet d'exploitation dans un domaine bien précis, que ce corps de métier vienne avec ses propositions en disant voilà ce que nous nous proposons, voilà l'aide que nous pouvons apporter dans tel domaine. Mais et en fonction de cela, il faudra déjà que le terrain soit balisé en interne. J'en viens sur les lourdeurs de notre bureaucratie. Voilà. Et je l'avais déjà dit sur ce plateau, que l'un des points faibles de toute révolution, l'AES ne pourra pas en faire l'économie, ce sont souvent les lourdeurs administratives, parce qu'on n'a pas tout chamboulé. Il y a quand même l'administration qui est restée avec les mêmes comportements, les mêmes attitudes, souvent qui sont des attitudes qui ne riment pas avec la nouvelle orientation que prennent les dirigeants de cette révolution de l'AES. Donc, j'insiste au niveau de notre diaspora pour dire que c'est elle qui peut apporter des solutions. Il faut qu'elle s'organise mieux. Qu'elle s'organise mieux et que dans les différents domaines, qu'elle soit prête à proposer, à être là pour faire des propositions dans les différents domaines, des activités ou bien qui seront prises, ou bien des projets de développement dans les différents pays, entrepris dans les différents pays. C'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que cela nous donne la possibilité d'aller vite, de savoir qui fait quoi, dans quel domaine et en quoi il peut être utile, n'est-ce pas, à l'élaboration de nouvelles politiques de développement dans tel secteur. Et les États doivent encourager justement cette diaspora-là. Mieux l'encadrer, surtout quand elle commence. Il faut que quelqu'un commence quelque part. Ça peut être un groupe de 3, 4, voire 100 000 personnes. Il faut que les différents gouvernements encadrent et assistent cette diaspora dans cette organisation qu'ils peuvent mettre en place. La diaspora n'a pas seulement pour fonction, quand nous avons des problèmes de maladies, etc., de crier au secours pour que nous envoient des mandats, etc. Elle doit aussi apporter sa contribution justement au décollage économique réel de nos pays. Et cette diaspora-là peut fusionner avec des savoir-faire locaux qui existent dans les différents secteurs pour qu'ensemble, on puisse enfin... Vous voyez, quand je parle d'unité politique, vous voyez comment les espèces de métastases de cette unité politique s'agencent et donnent comme une réalité, un système qu'on met en place, un système cohérent, un système qui s'enchevêtre et qui peut apporter des solutions viables, justement, de développement à nos États et ne donne pas l'impression à certains de nos frères qui sont allés voler le feu, qui sont inutiles, parce qu'une certaine bureaucratie ne leur donne pas la possibilité d'exposer leur savoir-faire et les projets de développement qu'ils ont pour nos États. Nous allons rentrer au standard et prendre notre...